On la croirait presque banale, perdue au creux d'une main hobbit. Une lame fine, discrète, et pourtant capable de changer le cours d'un destin d'Arde. L'arme qui suivit Bilbo dans son éveil à l'aventure, puis Frodo dans l'ombre grandissante du Mordor. Ce petit éclat d'acier n'a jamais eu la taille d'une épée héroïque, mais son histoire, elle, dépasse de loin celle de bien des armes plus illustres. Alors une question s'impose, presque comme un murmure venu des âges anciens. Avant de briller entre les doigts de deux hobbits, qui tenait vraiment d'Arde ? Qui fut son premier porteur, oublié depuis des siècles dans les plis de l'histoire ? Si tu veux lever un peu plus le voile et peut-être éviter que les orques ne s'éteignent avant l'heure, n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like. Même Gandalf approuverait, du moment que tu ne le fais pas, à la légère, ni sans réflexion. On l'oublie facilement lorsqu'on pense à la petite lame scintillant entre les doigts de Bilbo ou de Frodo, mais Darde n'a jamais été conçu pour un hobbit. Son histoire commence bien avant les pas timides d'un semi-homme quittant la comté. Elle remonte à une époque où la terre du milieu n'était qu'un théâtre de ténèbres anciennes et de splendeurs perdues. Son véritable berceau se trouve dans une cité dont le simple nom semble porter un souffle d'éternité, Gondolin. Gondolin, la ville cachée des Noldor, dressée au cœur d'une vallée secrète protégée par des montagnes abruptes. On la décrivait comme un éclat de lumière préservé du monde extérieur, un refuge où la beauté et la sagesse elfique atteignaient leur sommet. Ses murs blancs miroitaient sous les étoiles et ses tours s'élevaient comme des prières silencieuses contre l'obscurité croissante de la première âge. Mais au-delà de sa grâce, Gondolin était aussi une forteresse, consciente de sa fragilité et préparée à la guerre. Et c'est dans ces forges légendaires que la petite lame de Darde fut façonnée. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Darde n'avait rien d'extraordinaire pour un elfe de Gondolin. Elle n'était ni le symbole d'un grand seigneur, ni une arme cérémonielle. C'était un poignard de guerre, un outil précis, léger, parfaitement équilibré, digne de l'exigence noldorine. Pour les artisans de Gondolin, aucune arme n'était mineure. Chaque pièce devait refléter leur héritage venu de Valinor, leur connaissance des métaux et leur sens presque sacré de la forme et de la lumière. Chaque coup de marteau transportait les échos des récits anciens, les souvenirs du monde avant les exils, la nostalgie des arbres détruits. La maîtrise des forgerons de Gondolin était telle que leurs armes semblaient posséder une vigilance propre. Elles réagissaient à la présence du mal, brillaient face aux orques, vibraient comme si une parcelle de la lumière originelle survivait en elles. Ce n'était pas de la magie à proprement parler, mais l'apogée d'un savoir-faire que nul autre peuple ne pouvait égaler à cette époque. Darde, malgré sa modestie, partageait cette essence, cette clarté intérieure qui allait, bien plus tard, guider un hobbit dans les tunnels noirs d'un repère de gobelins. Et Darde n'était pas seul. Lorsque Bilbo la découvrit, deux autres armes gisaient à proximité. Glamdring, l'éclair frappeur, épée du roi Turgon lui-même, et Orcrist, la fameuse pourfendeuse d'orques. Ces lames avaient accompagné les plus grandes figures de Gondolin, traversé les batailles où dragons et balrogs déchiraient les murailles. Leur présence côte à côte avec Darde, loin de leur cité d'origine, raconte quelque chose de plus vaste, le destin dispersé des derniers trésors de Gondolin. Lorsque la ville tomba, consumée par les flammes, écrasée sous l'assaut des monstres de Morgoth, ses armes furent arrachées à leurs propriétaires, volées, perdues, abandonnées parmi les ruines. Certaines furent emportées par des survivants en fuite, d'autres finirent comme butin des forces du mal. Avec le temps, leur provenance se dilua dans l'oubli. Darde, simple lame de soldat, se retrouva prise dans ce flux chaotique, transportée, échangée, pillée, jusqu'à sombrer dans une obscurité de plusieurs siècles, mais c'est précisément cette humilité qui rend son histoire fascinante. Darde n'était pas destinée à un héros. Elle n'était qu'un fragment d'un passé effondré, une étincelle d'un monde disparu.
Pourtant, elle a traversé les âges pour réapparaître entre les mains de ceux qui, paradoxalement, semblaient les moins taillés pour la guerre. Des hobbits, et c'est dans cette ironie que réside toute sa force. La grandeur de Gondolin, condensée dans une arme sans prestige, allait renaître au moment le plus improbable, portée par le courage silencieux d'un peuple que les puissants avaient toujours ignoré. Ainsi, l'origine de Dard est celle d'un éclat fugitif venu des profondeurs du temps, un vestige de Gondolin, une trace survivante d'une époque où même les poignards étaient coforgés comme des fragments d'étoiles. Si Glamdring et Orcrist brillant dans les récits anciens avec l'autorité de leur porteur, Dard demeure entouré d'un silence obstiné. Aucun nom, aucun seigneur, aucun chant ne la relie à un visage précis. Et pourtant, elle est donnée dans la même ville, forgée dans les mêmes ateliers, plongée dans les mêmes heures tragiques. Pourquoi alors l'histoire ne lui a-t-elle pas offert un nom ? La réponse tient peut-être à la simplicité de son statut originel. Dard était une arme modeste, une lame destinée non pas à un prince ou à un héros, mais à un soldat parmi tant d'autres. Contrairement aux grandes épées de Gondolin, l'éclair frappeur et la pourfendeuse d'orques, les poignards n'étaient pas l'objet d'un culte particulier, ils accompagnaient les guerriers dans leur quotidien, outils aussi bien que compagnons. On ne leur attribuait pas de nom solennel ni de titre glorieux. Leur valeur résidait dans leur efficacité et la rigueur de leur conception, non dans une histoire personnelle. Ainsi, celui qui porta Dard pour la première fois devait être un soldat de rang intermédiaire, un membre de la garde d'une des grandes maisons de Gondolin, ou peut-être un officier discret, plus aguerri que prestigieux. Un de ces guerriers que les chroniques mentionnent à peine, absorbé dans la masse des défenseurs d'une ville qui comptait des milliers d'âmes. Les théories les plus plausibles s'appuient sur la nature même de l'arme. Un poignard équilibré, suffisamment solide pour le combat rapproché, mais trop fin pour les grandes mêlées où l'on croisait les lames comme des éclairs. Il s'agissait sans doute d'un couteau de guerre d'élite, porté à la ceinture par ceux qui patrouillaient dans les rues blanches de la cité ou surveillaient les portes secrètes creusées dans la montagne. Peut-être un garde de la maison de la Harpe ou un soldat de la maison de la Tour de Neige. Peut-être même un capitaine dont le nom n'a jamais survécu aux flammes. Cette absence de nom, loin d'être un manque, devient presque une force narrative, parce qu'elle laisse ouverte la possibilité que le premier porteur de Dard ne soit pas un héros auréolé de gloire, mais un visage oublié, l'un de ces innombrables défenseurs dont la vie fut avalée par la chute de Gondolin la Chute, justement. Cet événement cataclysmique explique mieux que tout le destin errant des armes de la cité. Lorsque les dragons et les balrogs s'abattirent d'eau sur les remparts, la ville se fractura en un chaos indescriptible. Les guerriers tombèrent par centaines, les maisons brûlèrent dans des flammes indomptables et les survivants furent dispersés, traqués dans les ruelles, poussés jusqu'au précipice. Dans cet effondrement total, les armes échappèrent naturellement à leur ordre d'origine. Certaines furent arrachées aux cadavres par les forces de Morgoth, d'autres abandonnées dans des boyaux en flammes, d'autres encore emportées dans la fuite par des survivants qui n'eurent jamais l'occasion de transmettre leur récit. C'est ainsi que Dard, poignard d'un simple guerrier, se retrouva entraîné dans ce flux tumultueux, une arme qui n'avait rien d'un trésor sainte, mais qui, précisément pour cette raison, put se perdre plus facilement. Les grandes épées portaient une valeur symbolique. On les conservait, on les cachait, on les revendiquait comme prises de guerre. Mais un couteau, même forgé à Gondolin, pouvait être négligé, jeté dans un sac de trophées, oublié dans un coffre, transmis sans jamais qu'on comprenne son origine véritable. Les siècles passèrent ainsi indifférents. Le nom du guerrier qui l'a brandi la première fois s'effaça. Celui qui l'a pris, après lui disparut également. Dard traversa les âges comme une ombre silencieuse, un éclat de Gondolin dérivant sans témoin. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans son histoire. Elle rappelle que les grandes destinées s'écrivent parfois à partir d'objets
qui n'appartenait non pas aux puissants, mais aux anonymes, ceux que l'histoire oublie, mais que le temps, capricieusement, finit par ramener à la lumière. Ainsi, avant d'être l'arme d'un hobbit, Dard fut probablement l'humble compagnon d'un soldat inconnu, l'un de ces défenseurs silencieux qui donnèrent leur vie pour une ville dont la gloire ne survécut que dans les ruines. Et c'est dans cet anonymat que réside la véritable noblesse de sa lame. Elle est le témoignage muet d'un courage oublié. Après des siècles d'errance silencieuse, perdue entre les replis obscurs de l'histoire, la petite lame de Gondolin réapparaît soudain dans un endroit presque dérisoire, la cache d'armes de 3 trolls. Rien ne pourrait sembler plus ironique. Ces créatures grossières, incapables de comprendre la finesse même d'un caillou taillé, détenaient, sans le savoir, 3 vestiges d'une civilisation qui surpassait en beauté et en savoir-faire tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Là, enfouis dans un repère sombre, à moitié dissimulé sous des piles de butin mal triés, reposaient Glamdring, Orcrist et Dard. Ce moment, relaté dans le Hobbit, marque le retour de ces armes dans la lumière de la Tercera Eddad, et il commence presque par hasard comme tant d'événements déterminants de la Terre du Milieu. Bilbo, encore bien loin d'être le Hobbit intrépido que Yugari a assez, se trouvait au cœur d'un épisodio que nos sabiens s'y définirent comme aventure au désastre. Les trolls avaient capturé la compagnie de nains qui l'accompagnaient, et l'affaire aurait pu mal finir si Gandalf n'était pas intervenu avec son habituelle subtilité, ou plutôt avec cette forme de ruse austère qui lui permettait de déjouer des situations apparemment désespérées. Lorsque les trolls furent réduits à l'impuissance, pétrifiés par la lumière du matin, la compagnie découvrit leur cache. Et c'est là que le passé ressurgit. Les nains, d'abord indifférents, fouillaient la tanière avec l'espoir de récupérer quelques butins utiles. Mais Gandalf, lui, eut l'œil attiré par une brillance singulière. Quelque chose dans la façon dont la lumière glissait sur ses lames ne signifiait rien de commun. Il reconnut instantanément la signature elfique, cette pureté de métal que seules les cités des Noldor avaient su maîtriser. Lorsque Thorin tira Orcrist de son fourreau, un souffle d'ancien prestige sembla traverser l'air. Lorsqu'il posa les yeux sur Glamdring, la lame royale de Turgon, Gandalf comprit qu'ils avaient trouvé bien plus que des armes perdues. Ils avaient retrouvé des fragments entiers d'un âge brisé. Il n'est pas étonnant que ces découvertes aient changé le cours de leur voyage, apportant aux nains un regain de confiance et aux magiciens une arme digne de son rang. Quant à Dard, personne dans la compagnie ne la considéra immédiatement comme un trésor. À leurs yeux, ce n'était qu'un couteau. Un couteau admirable, certes, mais un couteau tout de même, et c'est précisément pour cette raison que la lame échut à Bilbo. Le Hobbit, hésitant, presque intimidé à l'idée de porter une arme, accepta ce don sans comprendre vraiment ce qu'il tenait entre ses mains. Il voyait un simple outil, utile pour survivre en forêt ou dans des tunnels hostiles. Il ignorait tout de sa véritable origine, des forges de Gondolin, de la lumière ancienne emprisonnée dans sa lame, du sang des Balrogs et des dragons qui avaient coulé autour d'elle. Ce que Bilbo tenait, sans le savoir, était un morceau de mythologie vivante, mais c'est là que réside l'un des charmes les plus subtils de Dard. Elle ne révèle sa grandeur que lorsque son porteur en a besoin. Lors de la rencontre avec Gollum, elle devint un rempart ténu contre l'obscurité poisseuse des tunnels. Face aux gobelins, elle se mit à luire d'une clarté bleutée, comme si l'arme elle-même rappelait au Hobbit que le danger n'était jamais bien loin. À chaque épreuve, la lame semblait tisser un lien plus étroit avec Bilbo, comme si elle reconnaissait en lui la même obstination silencieuse que son porteur originel, cet elfe anonyme de Gondolin. Et c'est ainsi que d'un simple couteau récupéré parmi les restes d'un campement de trolls, Dard devint pour Bilbo bien plus qu'une arme. Elle devint un symbole inattendu, celui de son propre réveil, de sa transformation intime, de la manière dont un être apparemment insignifiant pouvait, par des choix successifs, tracer une route nouvelle au cœur d'un monde qui le dépassait.
Dans les profondeurs de la terre du milieu, sous les montagnes et au-delà des ténèbres, la petite lame trouvait enfin un sens que ni son premier propriétaire ni les trolls qui l'avaient volée n'auraient pu imaginer. Ainsi renaît Darde, non pas dans les mains d'un roi ou d'un capitaine, mais dans celles d'un hobbit qui n'avait jamais cherché la gloire, et qui, précisément pour cela, allait en écrire une. Lorsque Bilbo quitta enfin la comté pour gagner Fontcombe, il emporta avec lui tout ce que son cœur jugeait essentiel, quelques souvenirs, ses écrits, et Darde la petite lame l'avait accompagné dans ses plus grandes craintes comme dans ses plus vives découvertes, et il savait que son temps de héros appartenait désormais au passé. C'est pourquoi, au moment de transmettre son héritage, il ne se tourna ni vers un grand guerrier, ni vers un voyageur chevronné, mais vers celui qu'il aimait comme son propre fils. Frodo. Le geste, simple en apparence, avait la force d'une déclaration silencieuse. En tendant Darde à Frodo, Bilbo lui confiait bien plus qu'une arme. Il lui offrait un fragment de son propre courage, la mémoire d'un chemin parcouru malgré la peur, la preuve qu'un hobbit peut se dresser face à des dangers qui le dépassent. Frodo, en acceptant la lame, acceptait aussi, sans le mesurer encore, l'écho d'une destinée qui s'apprêtait à le happer. Au fil de Le Seigneur des Anneaux, Darde devint l'un des rares repères constants de Frodo, un éclat de certitude dans un monde où tout semblait vaciller. Sa lueur bleutée, avertissant de la présence d'orques, était plus qu'un signal. C'était un fil de lumière dans la nuit, un rappel que les ténèbres peuvent toujours être déchirées. Dans les mines de la Moria, dans les collines d'Emyn-Muil, dans les tunnels où rôdait l'ombre de Shelob, la petite lame elfe brillait comme une voix ancienne disant « Tiens bon ». Elle ne fit pas de Frodo un guerrier, ce n'était pas son rôle, mais elle l'aida à survivre aux instants où tout semblait perdu. Et lorsque Sam, à son tour, brandit Darde pour défendre son maître, la lame révéla une nouvelle facette de son héritage, sa capacité à s'adapter à ceux qui la portent, à transmettre le même courage humble, obstiné, qui avait animé Bilbo des années plus tôt. Ainsi, même si son premier propriétaire demeure inconnu, l'histoire de Darde est celle d'une renaissance constante. Forgée pour un soldat oublié, perdu dans la chute de Gondolin, retrouvée par hasard dans le repère de trolls, elle a traversé les âges pour accompagner ceux que personne n'aurait désignés comme héros. Elle est devenue un symbole de résistance silencieuse, de ténacité dans l'ombre, de lumière qui persiste malgré tout. Et peut-être est-ce là sa véritable grandeur. Ce n'est pas la main qui la maniait autrefois qui importe, mais celles qui, contre toute attente, lui ont donné son sens le plus profond. Si tu veux poursuivre ce voyage à travers les histoires cachées de la terre du milieu et éviter que Darde ne s'éteigne dans l'oubli, alors abonne-toi et laisse un like. Après tout, même les plus petites actions peuvent changer le destin d'une chaîne.